Sinon, comment je Bon porte le dimanche pays? à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cet amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Dans son discours à la nation le 10 septembre dernier, le chef de l'État a mis un accent sur la notion d'équilibre régional. Une politique qui, dit-il, n'a cessé de promouvoir à travers les différents gouvernements. Est-il véritablement indispensable de tenir compte de l'équilibre régional dans notre pays à la structuration sociologique diverses? Le chef de l'État Paul Biya pense que si. Peut-on faire évoluer les mentalités sur ce sujet? Ce d'autant que le président rappelle que les ministres et autres responsables ne sont pas nommés seulement pour leur région, leur village ou leur famille, mais pour servir la communauté nationale. Doit-on changer de paradigme sur cette question? C'est le premier sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. En deuxième thématique, nous saisirons la fonction tribunicienne du chef de l'État Paul Biya, qui a par ailleurs annoncé au cours de cette adresse à la nation un grand dialogue national avec l'intime conviction que ce dialogue aboutira à une sorte de paix des braves. Le dialogue annoncé pour ce mois de septembre peut-il, dans le format et sa conditionnalité, contribuer à conduire notre pays sur le chemin de la paix, la concorde, la sérénité et le progrès? C'est le deuxième sujet en débat ce dimanche. Et en dernière dorsale, nous parlerons de la consolidation de l'état de droit. Le seul respect de la règle de droit permet finalement-t-il d'éviter l'anarchie? C'est la dernière thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. Le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Quatre des 5 invités conviés à cette émission sont déjà présents autour de ce plateau ce dimanche. Je vais décliner d'ailleurs leur profil. Il s'agit de Bandakani, qui est le président du nouveau mouvement populaire. Monsieur le Président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bon dimanche à vous, mon cher Sanjo. Je voudrais saluer les techniciens de votre télévision qui font un travail extraordinaire pour que nous puissions communiquer dans des conditions d'aise. Je voudrais saluer tous les millions de téléspectateurs qui sont assidus à vos émissions. Et je voudrais saluer mes copanélistes que vous aurez l'occasion de présenter. Bon dimanche à tous. Juste à côté du président Bandakani, on a le docteur Simon Basileken, qui est économiste de haut vol et qui est avec nous ce dimanche. Docteur, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci une fois encore de m'avoir invité. Vous avez insisté pour que je puisse me libérer. Je l'ai fait. J'espère que vos téléspectateurs apprécieront les quelques lumières que modestement nous voudrons leur apporter au sujet de tout ce que vous venez d'évoquer. C'est un véritable lieu d'échange, d'apprentissage et nous sommes prêts à apprendre aussi bien les uns des autres que vis-à-vis de vos téléspectateurs que je salue respectueusement. Un Simon pouvant en cacher un autre, Maître Simon Kaka, juriste, est avec nous ce dimanche. Bon dimanche, Maître. Oui, merci Yves Sanjo. Bonjour à tous les copanélistes. Et surtout, bonjour aux nombreux téléspectateurs de LTM Télévision. Comme l'a si bien relevé tout à l'heure le docteur Basileken, je pense que nous allons échanger en toute convivialité et que sortir de cet échange, que l'opinion publique camerounaise soit profondément éclairée. Juste à proximité de Maître Simon Kaka, quelle est l'unique dame de ce plateau ce dimanche? Il s'agit de l'honorable Marlise Doualabel, qui est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Honorable, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir convié. Mes salutations dominicales à vos nombreux téléspectateurs. Je suis ravi de partager ce plateau avec des personnalités très importantes pour moi. Je le dirai plus tard. Mais pour l'instant, je suis très heureuse d'être là et j'espère que nous n'allons pas ennuyer vos téléspectateurs qui certainement sont déjà devant leur petit écran. On va donc débuter avec vous, honorable Marlise Doualabel, tous seigneurs, tout honneur. Je voudrais qu'on évoque la première thématique à l'ordre du jour ce dimanche. Nous parlons de la question de l'équilibre régional. Dans son adresse à la nation, le 10 septembre dernier, le chef de l'État a insisté sur cette notion qui semble piloter ses choix dans la formation des différents gouvernements de la République.
question finalement, est-ce que vous avez le sentiment qu'à ce niveau, les mentalités ont évolué? Autrement dit, est-ce qu'au Cameroun, on est ministre pour servir sa famille, son village ou sa communauté? Alors, j'ai bien entendu le chef de l'État qui a rappelé l'importance de l'équilibre régional pour notre pays, compte tenu de la structuration de la nation qui est constituée de plusieurs composantes très différentes sur le plan, j'allais dire, culturel, spirituel, géographique, etc., mais qui portent une identité commune qu'on appelle le Cameroun. Cependant, il est important pour qu'on soit honnête, que cette diversité appelle que l'adhésion de chaque groupe ou de chaque Camerounais au projet national soit acquise, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir au Grand Cameroun, le sentiment de contribuer pour la construction du Grand Cameroun est quelque chose de très important que chaque individu ressent, que chaque communauté ressent. Donc c'est important quand les choix sont opérés au niveau des dirigeants de notre pays, qu'on s'assure qu'autant que faire se peut, parce que comme il l'a rappelé lui-même, il n'est pas possible, compte tenu du nombre de postes de responsabilité, que tous les départements soient représentés, que tous les arrondissements soient représentés, que tous les villages soient représentés. Donc c'est important au jour d'aujourd'hui qu'on procède de la sorte, parce que ça participe à renforcer la cohésion et le sentiment d'appartenance, ou alors le sentiment d'appartenance et la cohésion. Maintenant, il a très vite rappelé que ça ne saurait durer. Ça ne saurait durer parce que pour qu'on devienne une nation moderne, il est important que chacun de nous ait également le sentiment que ce qui prime, c'est le Grand Cameroun. Ce ne sont pas nos villages, ce ne sont pas nos départements, ce ne sont pas nos arrondissements. Donc, nos mentalités doivent évoluer de manière à ce que demain, chacun de nous se sente représenté par un Camerounais, quelle que soit son origine, simplement parce que ce Camerounais porte en lui les valeurs fondatrices du grand projet qui est le nôtre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez été pressenti pour conduire les affaires du pays, vous êtes pressenti, pas en tant que ressortissant du village de... quel est le beau village que je vais choisir? Le canton Bel. Le canton Bel. Mais qui par hasard? Voilà. Mais pressenti parce que vous êtes un Camerounais qui semble, ou alors à l'évaluation, à qui en qui on croit reconnaître des valeurs patriotes suffisantes, des compétences suffisantes pour non seulement représenter le Cameroun, mais pour s'assurer, assurer le bien-être des populations du Cameroun. Maître Simon Kakak, avez-vous le sentiment que sur cette notion, le Cameroun a beaucoup évolué sous le régime du renouveau politique? Sur la question d'équilibre régional, est-ce qu'on a beaucoup avancé sur cette question? Est-ce que c'est une notion suffisamment pertinente? Le chef de l'État a semblé insister sur la structuration sociologique. Est-ce que dans un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035, il ne faudrait pas d'autres critères de choix, en l'occurrence la méritocratie? Yves Sanjo, ce que je peux vous dire de manière péremptoire, c'est que pour cerner les contours de cette notion, il faut rentrer un peu dans l'histoire, voir comment cette notion a été instituée dans nos pratiques de gouvernance. Parce qu'en fait, vous savez, lorsque le Cameroun a accédé à la souveraineté internationale, le 1er janvier 1960, il y avait des défis à relever. Et le président Ahidjo, qui a eu le privilège de conduire aux destinées du pays à partir de cette date-là, était confronté à une réelle difficulté. Parce qu'il avait constaté que l'instruction des jeunes Camerounais n'était pas la chose la plus partagée. L'instruction était vraiment réservée à certains ressortissants. Vous savez, ce n'est pas pour donner, j'allais dire, pour brillantiner ce que l'honorable Malise disait tout à l'heure.
En fait, par exemple, les Douala, c'est des gens qui ont découvert l'instruction avant tout le monde. Vous comprenez? Donc si si le président Idioté restait dans la posture, il allait de ne privilégier que ceux qui ont les diplômes, ceux qui sont allés à l'école, il va du soi que certains départements, certaines provinces du Cameroun à l'époque allaient se retrouver, éternellement dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il a pensé qu'il fallait mettre en place une notion qui allait permettre de donner la chance à tout le monde. Je pense que c'est ça, c'est cette posture qui a présidé à l'institution de cette notion qu'on appelait équilibre régional. Il fallait satisfaire tout le monde. Quand il y avait les concours, il fallait s'assurer que les ressortissants de toutes les provinces du Cameroun sont représentés. Parce que si on ne privilégiait que le mérite, beaucoup de provinces se retrouvaient dépourvues dans ce contexte-là. Bon, maintenant que la situation a évolué, parce que j'en viens, maintenant donc que la situation a évolué, où on a quand même l'impression que le gouvernement de la République a fait des efforts pour donner la chance aux ressortissants de toutes les provinces d'être instruits, afin d'accéder à l'instruction, il va de soi que, de mon point de vue, cette notion devient totalement anachronique. Aujourd'hui, il faut privilégier le mérite, il faut privilégier l'excellence, il faut privilégier la compétence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un problème réel. Nous décrions à longueur de journée les méfaits de la malgouvernance qui nous gangrène. Mais pourquoi il y a cette malgouvernance qui est pratiquement généralisée aujourd'hui? C'est parce que justement, on ne donne pas la possibilité aux plus méritants de présider aux choses du pays. Si on permettait à ceux qui ont, l'outillage intellectuel, l'outillage professionnel nécessaire pour gérer les affaires publiques, je suis sûr que notre situation serait nettement meilleure sur le plan de la bonne gouvernance. C'est pour ça que, pour chuter, je pense qu'aujourd'hui, le président Paul Biya il a très bien fait de poser ce problème. C'est une question qui doit faire même l'objet d'un débat lors du prochain dialogue, parce que ça c'est très important. Il faut que le Camerounais s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on essaie de mener une nouvelle réflexion sur cette notion. Docteur Bassiliké, sur cette même question, certains ont au fait de dire que le chef de l'État qui a placé son nouveau septennat sous le signe des grandes opportunités devait inévitablement s'entourer de véritables technocrates. Est-ce que ça ne bat pas en brèche la notion d'équilibre régional partant de ce postulat? D'abord, vous me permettrez de revenir et d'apprécier la qualité et la profondeur des réflexions des deux personnes qui m'ont précédé sur ce plateau. Je veux dire que le président a parlé de l'équilibre des régions et non pas de l'égalité des régions. Parce que, vous savez, moi je suis croyant, moi je suis chrétien, et je sais que Dieu aime la diversité. C'est bien pour ça qu'il a créé des montagnes, des vallées, des plaines, des grands fleuves, des déserts même. Ils viennent de Dieu. Eh bien, il faut faire avec tout ça. Et nous savons qu'il y a des pays, en France par exemple, le bassin parisien, la région sud-est de la France, c'est les deux moteurs du développement. Et le Massif central, la Bretagne, c'est des régions qui suivent après. Donc, dans tous les cas de figure, chaque région dans un pays a sa contribution à apporter. Quand le président de la République parle de l'équilibre des régions, je crois qu'il s'agit plutôt pour lui de corriger les quelques injustices que la nature a pu mettre. Vous savez, si vous êtes à Douala aujourd'hui et que vous tombez malade, vous avez plus de chances d'être soigné que le citoyen lambda qui habitant Baboun-Tchungale, au fond de l'ouest du Cameroun, qui a une AVC, eh bien lui, la mort est certaine, alors que vous, pour autant que les rues de Douala soient bonnes, on a le temps de vous amener jusqu'à l'hôpital général et on peut vous ranimer. Donc l'équilibre, ce n'est pas de planifier, de mettre tout le monde à niveau. C'est de profiter des avantages qu'apporte chaque région. Et chaque région a des avantages. Même quand une région est enclavée, je parlais de Baboun-Tchungale tout à l'heure, eh bien vous verrez que des populations dynamiques de ces villages-là apportent quelque chose au pays. Ce que le président veut dire, à mon avis, c'est de faire en sorte qu'un Camerounais, où qu'il soit né, où qu'il vive,
puisse bénéficier au maximum de tous les nombreux avantages et de tout le potentiel économique que la nature et Dieu ont bien voulu mettre à la disposition de ce pays. Bien évidemment, je souscris à votre, pour répondre plus précisément à votre question, je suis d'accord avec vous qu'il vaut mieux que ce soit les plus compétents qui aient des responsabilités. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, on va vers le mur. Bandakani, sur cette même question, on a finalement le sentiment que cette notion, bien choisie par le chef de l'État pour contenter la grande majorité des Camerounais, est également, pour beaucoup, peut-être également la traduction des insuffisances en matière infrastructurelle au Cameroun. On parlait tout à l'heure, et le docteur Basilike insistait sur la question de l'enclavement. C'était la panacée idéale pour ne pas régler les questions d'éducation, de structuration, des structures d'accompagnement qui se posent dans quelques localités. C'est une opinion. À l'opinion, il faut opposer la vérité réfléchie. Je voudrais aussi saluer la pertinence de ceux qui m'ont précédé. Je pense que ça commence à un niveau très élevé. J'espère que je vais pouvoir m'accrocher. On va essayer. Non, l'honorable a dit quelque chose de pertinent. Elle a parlé du projet national. J'ajouterai l'accès à ce projet national. Un projet national suppose des ressources nationales. Alors, il se passe que quand le Cameroun accède à l'indépendance, Maître Kakak l'a convoqué, il y a une contradiction entre le projet national et ce qu'on pourrait dire l'héritage colonial. Donc, les ressources nationales qui devaient être disponibilisées pour le projet national devaient gérer les intérêts coloniaux. Ça fait que, quand le colon a pris sa part, ce qui reste doit être reparti à l'ensemble du territoire. Or, ce qui restait était insuffisant. À cause justement de la polarisation coloniale, était insuffisant pour satisfaire tout le monde. D'où la notion d'équilibre régional et sa pertinence. Je voudrais à ce niveau, et sa pertinence. L'État ne pouvait pas exister au Cameroun sans la notion d'équilibre régional en ce temps-là. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, à force d'équilibrer, ça c'était d'être un moyen pour être un fin. Et on a débouché sur un déséquilibre national cette fois-là qui a fait que l'immense majorité des Camerounais ont été laissés sur le bord de la route à cause de l'équilibre régional. Et c'est ça que le président nous dit aujourd'hui. Le président a pris acte que cette histoire où il fallait, pour faire consensus, s'assurer que chaque région, entre guillemets, a un ministre et des directeurs généraux. Aujourd'hui, avec la guerre économique qui bat son plomb au niveau mondial, ce n'est plus possible si ce n'est pas adossé à une performance économique suffisante. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce déséquilibre national-là aujourd'hui impacte négativement la capacité de l'État à faire de l'équilibre régional. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on tire les conséquences. C'est pour ça que nous saluons la pertinence du projet de la décentralisation et son accélération. Il faut l'accélérer. Parce que pour qu'on ait de la performance économique, il faut arrimer, il faut que notre économie descende. Elle est trop aérienne, branchée sur le FMI et la Banque mondiale. Il faut qu'elle descende et s'enracine à la base. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, il y a ce fait-là d'abord. Donc, l'équilibre régional était pertinent au début de notre histoire. Pour le moment, les faits, la réalité économique l'a rattrapé. Quand j'ai dit ça, je voudrais ajouter à ce qu'a dit brillamment mon ami Maître Kakak, lorsqu'il fait état de la situation des composantes sociologiques à l'indépendance. Oui, que les Douala, parlons comme ça, étaient les Sawa, les Douala, eu accès à l'instruction que les autres, mais ce n'est pas seulement l'instruction qui déterminait les positions dominantes à cette époque. Il y avait d'autres critères. Il y avait l'allégeance au colon. Et ceux qui ont obtenu des positions sociales favorables à la faveur de l'économie coloniale. Donc, il y avait, dans les régions du Sud, par exemple, vous avez des grands agriculteurs qui étaient très riches. Et ces gens-là avaient accès, ils avaient accès à des positions dominantes. Donc c'est tout ça qui faisait, qui justifiait la répartition des positions sociales à l'époque, qui était coiffée par le maître colonial. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, faisons attention. Moi, le discours sur le mérite, je m'en méfie énormément. Parce qu'il faut qu'on le dise, quel est le contenu qu'on met dans le mérite. Le mérite, c'est quoi? Ce sont les diplômes qu'on a acquis. C'est quoi le mérite? Parce que à quoi sert de... Je ne voudrais pas parler comme Giscard, il dit que vous allez, comme les cabris, Europe, mais le mérite là, ça vaut quoi si ce n'est pas rapporté à l'égalité des chances? Est-ce que dans notre pays aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne?
Tout le monde le sait. C'est-à-dire que les conditions qui faisaient qu'il y ait un enfant pas de rien, il devient quelqu'un, ne sont plus réunies aujourd'hui. Tout le monde le sait. La plupart de nos dirigeants, on sait d'où ils viennent. Mais aujourd'hui, cet ascenseur social a été cassé. Cassé pourquoi? À cause de nos choix économiques qui font que nous refusons de penser l'économie au-delà de ce qu'on nous impose les bailleurs internationaux. Je ne dis pas de leur faire la guerre. Mais on ne peut plus continuer à croire que ce que Dieu leur fait est mieux valable sur l'économie. Il faut sortir de l'économie coloniale, relancer l'ascenseur social. À ce moment-là, cette histoire de mérite et de compétence aura un sens. Sinon, on risque de déboucher sur une forme d'apartheid social nouveau qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est inacceptable. Honorable Marlise Doualabel, solution véritablement, le Cameroun doit-il finalement changer de paradigme? Et comment? Je crois qu'on a cheminé ensemble un long moment et effectivement, nous allons devoir changer de paradigme. Parce que si nous ne réussissons pas à changer de paradigme, alors nous serons en porte-à-faux avec les défis, les challenges qui sont les nôtres. Et ça prend du courage. Changer de paradigme, ça prend du courage. Ça prend des leaders capables d'abord d'appréhender la réalité telle qu'elle se présente et le futur. Et maintenant de prendre des décisions douloureuses qui peuvent, j'allais dire, affecter certains groupes, certaines personnes, mais qui vont être porteuses de progrès. Donc effectivement, il est temps qu'on change de paradigme. Et si vous le voyez bien, le discours du président du 10 septembre, c'est bien le 10 septembre. 10 septembre, effectivement. C'est le 10 septembre. C'est le 10 septembre. Ce discours, pour moi, augure de... Il est historique. Il est historique et il augure donc, j'allais dire, c'est comme si on a sonné, l'heure a sonné. Le président nous a dit, là maintenant, il va falloir qu'on ait le courage de nous mettre ensemble, de nous regarder droit dans les yeux. Ça va peut-être se disputer, ça va peut-être se chamailler, mais la qualité des propositions que les uns et les autres vont amener sur la table vont certainement aider à ce que nous trouvions les bons paradigmes pour l'heure. Et pour moi, ce problème d'équilibre régional va être dépassé. Il va être dépassé. Ce n'est pas qu'il ne faudra pas faire attention, il faudra toujours faire attention, parce qu'il s'agit des hommes, il s'agit des impacts sociaux, il y a aussi un peu d'émotionnel là-dedans. Donc dans tous les cas, on aura à pratiquer ce que les États-Unis ou le Canada ou d'autres pays encore utilisent comme régulateur, qu'on appelle l'égalité des chances. Il va falloir y veiller. Mais il ne faut plus que la règle soit la représentation des villages et des groupes ethniques. Ça va nous rattraper très vite et on ne pourra pas entrer dans la modernité. Maître Simon Kakak, certains semblent indiquer que le politique s'est beaucoup servi de cette notion d'équilibre régional à un moment donné de la vie nationale quand ça semblait arranger certains. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une réalité. Le Cameroun veut prendre une vitesse de croisière et se heurte à cette notion qui très souvent n'épouse pas l'intérêt national. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un contenu comme celui-là pour permettre au Cameroun de poursuivre le train de l'émergence? Yves, avant de répondre spécifiquement à votre question, il faut déjà intégrer, je reviens toujours en arrière, pour intégrer le fait que, en fait, lorsque nous accédons à la souveraineté internationale en 1960, ceux qui ont eu le privilège d'être parmi les premiers à gouverner notre pays avaient une idée en tête. Et là, ça peut être un héritage colonial, comme disait tout à l'heure le président Bandakani. Les gens n'avaient pas intégré suffisamment ce qu'on appelait le service public, ou bien la notion de fonctionnaire. Vous savez, lorsque vous allez dans les pays anglo-saxons, comment on appelle un fonctionnaire? On appelle un fonctionnaire civil servant. C'est un serviteur public, il est là pour servir. Par contre, chez nous, la notion de service public, la notion de fonctionnaire n'était pas perçue de la même façon. Beaucoup de gens ont considéré le fait d'entrer dans une école d'administration comme un privilège qu'on vous donnait pour vous servir des richesses du pays. C'était aussi l'héritage colonial. C'est ce que j'ai dit. Le blanc. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Commandé comme le blanc. Donc les gens n'avaient pas la notion. Les gens n'avaient pas la notion
de servir le peuple, ou bien de servir la nation, ou de servir l'intérêt général. Les gens savaient que si vous entrez à l'ENAM, vous sortez administrateur civil, vous donnez un tout-puissant dans le pays, vous devez jouir d'une kyrielle de privilèges au détriment de la masse populaire. Maintenant donc cela justement, parce qu'il faut quand même se dire que c'est cette perception-là qui amène la mise en place de la notion d'équilibre régional, parce que il y avait deux corollaires. Il fallait se partager le gâteau national. Il fallait que toutes les provinces soient représentées dans ce partage du gâteau, et il fallait justement que effectivement tous ceux qui sont aux affaires soient les porteurs de développement dans leur région. Maintenant donc que tout le monde a constaté la défaillance de ce système, qui nous installe aujourd'hui dans une situation d'impécuniosité, parce que nous tendons inexorablement vers un système, vers une espèce de faillite qui va faire que si nous continuons avec le même paradigme, comme disait tout à l'heure quelqu'un autour de ce plateau, nous fonçons tout droit dans un mur. Et c'est la communauté nationale qui va en pâtir. C'est pour ça que justement, il est impératif qu'on change de paradigme. Mais moi je pense, vous savez, je reviens toujours sur une notion qui m'est chère. Vous savez, on a toujours parlé du contrat social. Quand on dit contrat social, ça veut dire que en réalité, c'est ça qui constitue le fondement même d'une communauté humaine. Vous signez un contrat où chacun a des droits, où chacun a des obligations. C'est une espèce de contrat synalagmatique et non de contrat unilatéral où les gens s'asseyent pour vous imposer des conditions. C'est pour ça que, pour moi, le discours du président de la République du 10 septembre dernier est historique. Parce que le dialogue qu'il annonce, pour moi, c'est l'occasion de redéfinir notre contenu du contrat social. Parce que ce contrat social va nous permettre de parvenir à un consensus. Et de ce consensus, donc là, les notions comme l'équilibre régional dont on parle là, pour moi, doivent être posées sur la table des discussions. Pour que tous les Camerounais, de tous les horizons, apportent leurs contributions. Pour que ce ne soit plus des notions qui nous sont imposées de manière unilatérale, ou bien des notions qui ressortent d'une espèce de contrat d'adhésion, où le président de la République se tient et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il y a l'équilibre régional qu'on doit appliquer dans tous les concours. Il faut que cela soit une notion, que cela se discute entre tous les Camerounais, et que sorti de là, que tout le monde comprenne qu'il y a un consensus qui s'est dégagé sur le remplacement de ce paradigme, qui pour moi n'a pas apporté le développement à notre pays, bien au contraire. Elle nous a installés de manière durable dans la pauvreté et naturellement dans la malgouvernance généralisée. Docteur Basiliki, sur cette même question, en m'appuyant effectivement sur cette analyse faite par Maître Simon Kaka, il semble insister évidemment sur l'héritage historique, et tout à l'heure Bandakani nous en parlait en insistant sur le modèle camerounais. Je voudrais vraiment que l'on questionne ce modèle camerounais qui est un modèle de gouvernance jacobin. Est-ce qu'il faudrait sortir définitivement de cette approche-là également si on veut prendre le train de la performance au Cameroun? Écoutez, il faut dire que toute société est par essence dynamique. C'est-à-dire que rien n'est figé, tout est à reconstruire, tout est à réinventer chaque jour. Et donc, à mon avis, il faut éviter de faire des choix idéologiques. N'est-ce pas, si vous prenez le jacobinisme français, c'est le pays où l'administration est la plus concentrée, où le pouvoir, on dit, quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études en France, Paris c'est le désert français. C'est-à-dire que tout est tellement concentré à Paris qu'il n'y a rien d'autre ailleurs. C'est un peu le modèle que nous avons hérité. Mais quand on regarde, la France est quand même parmi les nations développées. Nous avons de l'autre côté de la Manche, la Grande-Bretagne, qui a vraiment des gouvernements provinciaux et qui ont des vrais pouvoirs. Et la Grande-Bretagne également est à l'origine d'une des plus éminentes civilisations de ce siècle. Bientôt, la moitié de l'humanité va parler l'anglais, simplement parce que l'anglais est né d'un pays qui a su être dynamique. On pourrait également citer l'Allemagne qui a un pouvoir fédératif. On pourrait citer les États-Unis qui sont fédéraux, mais on doit quand même reconnaître que la France n'est pas sous-développée au motif que si elle n'est pas développée, que si elle n'est pas performante, ce n'est pas à cause du jacobinisme. Mais tout de même,
tout de même, on ne peut pas, dans un pays aussi diversifié que le nôtre, s'imaginer que l'on va désertifier le pays au profit de la seule capitale. Parce que chez nous, à cause de la diversité, le problème d'équilibre est fondamental. Moi, si je suis né du côté de Garoua Boulaye, eh bien, je ne serai jamais natif de Yaoundé. Et si tout est décidé de Yaoundé, je me sens complètement écarté. Donc, il s'agit pour nous, en profitant de ce dialogue qui est annoncé, je ne sais pas si je lui accorde plus de vertu qu'il n'en aura en réalité, il s'agit pour nous de nous asseoir, de réfléchir et de mettre en place de nouvelles bases qui permettent de construire un pays moderne, un pays qui doit se développer. Parce que vous savez, contrairement à ce qu'on pense, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Les autres ont saccagé tout chez eux. Toutes les matières premières ont déjà été consommées. Toutes les forêts ont été détruites. Et aujourd'hui, toute l'humanité n'a que 2 poumons. L'Amazonie, la forêt de l'Amazonie en Amérique, et la forêt tropicale de l'Afrique centrale. Donc nous avons des choses à apporter à l'humanité. Et il ne faut pas pour cela uniformiser. Dire que toutes les décisions vont partir de Yaoundé. Non, il faut qu'on laisse le dynamisme, qu'on laisse l'originalité régionale prévaloir, de manière que nous pourrons apporter au monde quelque chose que le monde n'a jamais vu ailleurs. Je regrette toujours que l'Occident, au sortir du 18e et du 19e siècle, ait sérieusement envisagé d'éliminer toutes les races dites inférieures. Ils y ont songé sérieusement. La preuve, en Australie, il n'y a plus d'originaires. En Amérique, au continent nord-américain, il n'y a plus d'indigènes. Mais si nous, il y a 3 types, trois grands groupes d'humanité qui ont résisté. Les Noirs, à cause du dynamisme démographique, parce que quand ils en tuaient 10, il y a 25 bébés qui naissaient. Et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui et de discuter. Les Chinois et les Indiens et tous les peuples autour d'eux ont résisté à cause de leur spiritualisme. Donc nous devons cesser de regarder ailleurs. Nous devons voir quel est le génie qui entoure nos populations, chacune de nos ethnies. On dit que nous en avons 253. Chacune a la capacité d'apporter quelque chose d'originel, pas seulement au Cameroun, mais au monde. Par conséquent, arrêtons, s'il vous plaît, et le plus tôt possible, cette histoire de concentration de pouvoir géographique qui se trouve totalement concentré en un même endroit, et cet endroit-là ne peut pas être représentatif de la merveilleuse diversité que Dieu a bien voulu donner au Cameroun. Bandakan, faut-il sortir des théories exportées? Tout à l'heure, vous notiez que le Cameroun reste sous les fourches codines des bailleurs de fonds internationaux qui définissent parfois le modèle de développement qui sied au Cameroun. Pour résoudre la problématique de l'équilibre régional, il faut définir des théories qui nous sient. Oui, je crois que le professeur Bassile King a enfoncé la porte en projetant ce débat au niveau civilisationnel. Et moi, ça m'intéresse sérieusement. Je voudrais à sa suite dire que quand tu convoques les avantages que l'Afrique a aujourd'hui au niveau de ce nouveau géopolitique qui travaille le monde, il y a l'avantage écologique. Il a cité le poumon, n'est-ce pas, le poumon vert de la planète avec les forêts d'Afrique centrale. Mais je voudrais à sa suite rappeler qu'il y a un danger aujourd'hui avec cette colonisation écologique qui est en train de frapper le monde. Vous avez écouté le président Macron lors du G7, lors du fameux sommet du G7. Il dit que ces poumons de la planète qui appartiennent à des peuples et des nations doivent devenir des biens communs de l'humanité. Il faut savoir ce que ça veut dire. M. Macron le dit. C'est la colonisation verte. C'est dangereux. C'est-à-dire que ça appartient à des nations. Donc si nous disons que nos poumons, nos forêts doivent servir le monde doit nous payer en conséquence. Payer en conséquence. Mais M. Macron et ces gens disent que non, ça doit devenir des biens communs de l'humanité. C'est le stade suprême de la colonisation. Ça aussi, c'est un enjeu important dans ce que nous faisons pour savoir convertir les avantages verts. Convertir ces avantages verts en avantages nationaux et en une capacité d'influence pour changer les règles internationales. C'est la bataille là qu'il s'agit. Et ça aussi, c'est important dans une configuration qu'on dit mettre caca, où il faut changer les données. Changer les données, ce n'est pas seulement
claironnant au niveau national. Maintenant, les phénomènes sont globaux. Il faut savoir agir à ces deux niveaux-là. Donc, ça permet aussi de dire une chose. Il faut faire attention. Le fédéralisme ou la décentralisation ne développe pas un pays. Ce sont des moyens administratifs et les formes d'organisation. Ce qui développe un pays, c'est les performances économiques. Parce qu'il y a ce débat-là maintenant, vous pouvez décentraliser la pauvreté, vous pouvez décentraliser la corruption, vous pouvez fédéraliser l'inertie, la bêtise. Et si on ne fait pas attention, c'est là où on va. Donc il ne faut pas faire comme si ces choses-là sont des baguettes magiques qui vont régler nos problèmes. C'est la performance économique qui fait développer un pays. Oh, à ce niveau-là, tout à l'heure, il vous a convoqué le jacobinisme français, le fédéralisme canadien, anglais, tout ce que vous voulez. Mais ces pays auraient été quoi s'ils n'avaient pas pillé d'autres pays? De quoi est-ce qu'on parle? C'est lorsqu'ils ont fait leur 3e ou 4e révolution industrielle, après avoir accumulé dans les 2 précédentes révolutions, qu'ils tiennent le rang qu'ils tiennent. Nous, on va faire comment? Nous, on va aller coloniser quel pays maintenant? Donc, il faut qu'on fasse notre révolution économique. Il faut qu'on la fasse. Elle est plus différente. Il faut qu'on la fasse pour que nous puissions concilier la performance économique avec ces nouveaux dimensionnements administratifs et territoriaux, n'est-ce pas, qui s'imposent à nous. Quand je dis ça, ça commence par approfondir la décentralisation. Pourquoi? Le danger qu'il y a dans ce processus, c'est qu'on peut passer d'un extrême à un autre très facilement, en oubliant qu'il y a les acquis qu'il faut sauvegarder. Nous avons des grands acquis à sauvegarder. Ce n'est pas une affaire. Quand tout à l'heure, notre caca a dit une chose qui est claire, mais quand on dit pauvreté généralisée, faillite totale, moi je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai. On est parti d'où? Il faut pouvoir analyser d'où on est parti. On avait quel moyen au départ? Et c'est à partir des moyens qu'on analyse les résultats. Je parle devant un professeur qui est là. Donc on est parti d'où? Quand on voit, et d'ailleurs Sami Amen qui est décédé, le grand économiste, a fait des études où il démontrait que lorsqu'on tient compte du niveau de développement que les pays africains avaient à l'indépendance, et on voit là où ils sont arrivés aujourd'hui, ce sont les performances. Il a fait une démonstration scientifique. Donc au Cameroun, il y a des bêtises, il y a des choses inacceptables, c'est clair et net, ça fait même vomir, mais préservons des acquis. Et il faut s'assurer que, que les phénomènes de décentralisation ou ces différentes options-là doivent être suffisamment accompagnés avec un transfert réel de compétences. S'assurer que les gens ont bien assimilé les exigences de la décentralisation, les exigences, n'est-ce pas, de ce nouveau cycle de développement que nous devons enjamber. Il faut s'assurer que les gens ont bien assimilé ça. On n'assimile pas les choses avec la colère gratuite, avec la négation des acquis, comme ça a tendance à faire dans l'œuvre. Je voudrais terminer en convoquant quelque chose, avec votre permission. Vous savez, nous avons parlé du jacobinisme, du fédéralisme, mais il y a un modèle africain. L'Égypte antique a connu des performances historiques que très peu de nations aujourd'hui arrivent à atteindre avec un modèle, le fédéralisme royal. Qu'est-ce que nous en fait, nous les Africains? Quand je dis royal, je ne dis pas de retourner aux royautés anciennes, mais le concept, l'esprit qui a gouverné ce projet-là et qui a tant fait la fierté de l'Afrique dans le monde entier. Pas seulement l'Égypte antique, les antiquités même africaines, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, tous ces grands royaumes-là ont élevé à des niveaux impressionnants des modèles de civilisation politique qu'on gagnerait à mettre à jour aujourd'hui que de le copier comme des perroquets, les bêtises qui viennent de l'Occident. Je terminerai en disant quelque chose. Les groupes sociaux qui ont profité de l'équilibre régional doivent remettre leur part, la part qu'il faut dans ce nouveau cycle où nous sommes en train d'entrer. Il n'est pas normal que des groupes sociaux qui se sont enrichis terriblement à la faveur de l'équilibre régional font comme sinon ça n'avait rien donné. Et que dans le nouveau cycle où nous sommes en train d'entrer, c'est à d'autres les charges de l'incompétence, entre guillemets de la fainéantise. Et que d'un côté, les compétences, parce qu'on a suffisamment accumulé à la faveur justement de l'équilibre régional, suffiront simplement à établir de nouvelles hiérarchies. Donc, il faut de la péréquation, il faut qu'on conserve de l'acquis, il faut de la prudence et de la sagesse pour bien manager ce cap qu'on est en train de prendre. Maître Simon Kaka, que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur une ou deux choses que le président Badakane a développées. En fait, je ne suis pas d'accord avec lui quand il soutient de manière péremptoire que la décentralisation, le fédéralisme ne peuvent pas apporter le développement. Non. Tout le monde le sait aujourd'hui. Lorsque vous voyagez au niveau des autres pays, vous allez vous rendre compte que les pays qui ont véritablement émergé, c'est les pays qui ont réussi à implémenter ce qu'on appelle la gouvernance locale. Qu'est-ce qu'on appelle gouvernance locale? La gouvernance locale, c'est les pays qui ont su implémenter les politiques de décentralisation, les politiques de fédéralisme. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Lorsqu'on parle de décentralisation ici,
si cette opération est bien menée, cela conduit à la possibilité que vous donnez maintenant à toutes les populations de participer à la gestion active, j'allais dire, des biens de la cité. Parce que lorsque la décentralisation a réussi dans son implémentation, cela veut tout simplement dire que vous mettez en place une dynamique de gestion participative qui fait que des choses qui étaient gérées, parce que je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, j'ai discuté une fois avec un maire. J'espère que je vais avoir la parole après. Oui, Allez-y, pour chuter, pour qu'on avance, on évacue quelques réactions. Et on passe la parole à l'honorable Marlise Doualabel. Vous allez très vite, monsieur. J'ai Allez-y. discuté un jour avec un maire à qui j'avais fait l'observation que je ne comprends pas comment, devant votre mairie, il y a un trou, il y a un grand trou qui s'est formé alors qu'il y a 6 mois, ce trou était tout petit. Pourquoi vous ne l'avez pas fermé? Il me dit, mais tu ne sais pas. Pour fermer ce trou, il faut au moins 8 signatures. Parce qu'en réalité, les vraies décisions pour fermer le trou viennent de Yaoundé. Ça, c'est le méfait de l'ultra-centralisme du pouvoir. Alors que si on était dans une dynamique, on était dans un environnement décentralisé, un truc comme ça, le maire gère ça en 30 minutes. C'est-à-dire, il sort de son bureau, constate qu'il y a un trou. Même les populations peuvent le faire. Donc, c'est pour vous dire que non, nous pensons que la décentralisation, c'est un mode qui peut permettre à notre pays de sortir de l'auberge. C'est la première chose que je le dis. Maintenant, ce que je voulais dire pour sortir, c'est qu'il a dit tout à l'heure quelque chose qui m'a écœuré. Quand il a dit que quand on parle du mérite, il a la chair de poule. Parce qu'il ne sait pas ce qu'on met dans le mérite. Moi, je veux vous dire, président Bandakani, que ce que moi je mets dans le mérite, c'est l'expertise et non le diplôme. Vous comprenez? Vous comprenez, il y a des choses. Il a fallu que vous Quand vous avez par exemple, je vais vous donner un petit exemple. vous pour ça de le contenu. Lorsque vous voyez, moi j'ai eu ce petit privilège de travailler dans un domaine très sensible, un domaine d'expertise. Vous n'avez pas dit ça au départ. Il y a un problème. S'il vous plaît, président Bandakani, quand vous parlez, je ne vous interromps pas, je vous écoute religieusement. Ce que je voulais donc faire observer, c'est que j'ai été à un séminaire il n'y a pas très longtemps, en Afrique de l'Ouest, un séminaire qui portait sur la gestion portuaire. J'ai été surpris de constater que tous ceux qui venaient parler en tant que gestionnaire des ports en Afrique étaient les experts de la gestion portuaire. Parce que c'est un domaine d'expertise. Vous ne pouvez pas être administrateur si vous gérez un port. Ce n'est pas possible. C'est un domaine d'expertise qui nécessite une expertise. Donc, c'est un expert qui peut gérer le port. Mais chez nous, on se retrouve avec des gens qui gèrent le port, qui sont des administrateurs civils, qui sont des magistrats, qui sont des avocats. Bref, objectivement, vous voyez des gens qui n'ont rien à voir avec la gestion portuaire, mais on les nomme à ces postes. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que nos ports ne décollent pas. Aujourd'hui, on a l'impression que plus le temps passe, plus nos ports, comment dirais-je, meurent complètement. C'est pour dire ceci, que non, je pense que si nous rentrons dans le paradigme du mérite, et qu'on met dans ce mérite la notion d'expertise, et non la notion de diplôme. Comme ça se passe dans les pays anglo-saxons, je suis convaincu à plus d'un titre que nous allons véritablement sortir de l'auberge. Je vais évacuer quelques réactions de téléspectateurs et on va poursuivre avec la deuxième thématique et on aura donc l'opportunité de confier. Vous allez réagir, mais d'abord, l'honorable Marlise Doualabel. Bonjour à vous le panel. Très intéressante émission, mais juste une question. Pourquoi vous, les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne peuvent pas accepter la fin je n'ai pas bien suivi, c'est Rennes, j'imagine, l'observateur du RDPC. Par la suite, Xavier Koudou de Douala, votre message, j'ai du mal à le déchiffrer, hein, veuillez réécrire s'il vous plaît. Bonjour à tous les panélistes. Le journaliste demande à M. Bandakani qu'il laisse le Cameroun, appartient aux Camerounais, le fédéralisme, la libre gestion. Encore quelques petits lapsus dans vos écritures et donc difficile de comprendre. Bonjour à tous le panel. Le fédéralisme est incontournable pour le développement de nos régions. Bandakani, vous faites fausse route. Je me nomme Désiré, qui a bien parlé du dialogue national. Autre réaction des téléspectateurs. En tout cas, continuez à réagir au débat. Hein. Je me ferai le plaisir effectivement de rendre public vos réactions. On va prendre rapidement
la deuxième dorsale de cette émission ce dimanche. Et on entre évidemment dans le vif du débat. Ceux qui parlaient d'équilibre régional semblaient indiquer qu'il faudrait que la question soit inscrite à l'ordre du jour. Dans le débat qui est annoncé par le chef de l'État au cours de ce mois de septembre, honorable Marlys Doualabel, le chef de l'État n'a-t-il pas finalement circonscrit le format de ce débat, créant de facto une nouvelle polémique sur finalement l'objectif qui est recherché par ce grand dialogue national? Je rappelle que dans son discours, le chef de l'État a insisté sur le fait que ce dialogue sera encadré par des questions de bilinguisme, de culturalisme. Il parlait également de la décentralisation, de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Est-ce qu'en balisant le champ des échanges comme il l'a fait là, le président n'a pas de nouveau créé une nouvelle polémique? Certains ont au fait de dire qu'on risque de se retrouver dans l'enfumage politique observé en 1991 avec la fameuse tripartite. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que quand on lit le discours du chef de l'État, je pense que le chef de l'État a fait l'entonnoir renversé. C'est-à-dire qu'on part du nozo, qui est notre plaie à nous tous aujourd'hui, pour sortir sur l'ensemble des sujets et des préoccupations qui nous sont communes. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que les personnes... Le débat sur la forme de l'État, par exemple. Attendez, le débat sur la forme de l'État n'a pas été évoqué dans les différents sujets qui seront évidemment inscrits à l'ordre du jour dans le cadre de ce dialogue. Alors, je suis embêté parce que j'ai bien envie de retrouver la partie où le... Vous avez le temps, vous allez le retrouver. J'ai pris le temps de le lire attentivement. Ce n'est pas un sujet qui est inscrit à l'ordre du jour. Vous pouvez prendre votre temps, honorable Marlys Doualabel, mais évoluer peut-être sur... Bon, maintenant, je peux évoluer sur le sujet pour dire qu'il faut qu'on soit patriote. Nous vivons une situation difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai entendu depuis bientôt 2 ans ces mêmes personnes dire il suffit que le président de la République parle et le conflit est terminé. Il suffit seulement que Paul Biya aille dans le nord-ouest et le sud-ouest, il parle et la guerre est terminée. J'imagine que depuis 2 ans, toutes ces personnalités ont déjà élaboré les plaidoyers, leurs contributions sur différents sujets. Qu'est-ce qui les empêche, en allant à ce débat, de préparer quelque chose sur la forme de l'État? Le président de la République a interdit à quelqu'un d'aborder un sujet qu'il n'a peut-être pas évoqué de manière explicite. Non. Je pense que ce qu'il y a dans tout ce qui se passe, et c'est dommage, ce que je perçois, c'est que ce discours est venu déstabiliser, comment dirais-je, les projets politiques. Ou alors les stratégies politiques de certains. Et moi, je voudrais inviter tous mes frères, de quelque bord que ce soit, de considérer que l'appel à ce dialogue est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater cette occasion. Parce que justement, pour Paul Biya, il donne à son pays la possibilité de déboucher sur une 3e République. Et si on rate ce coche-là, si on fait du n'importe quoi, ou alors si on boude le débat, espérant compliquer la vie à Paul Biya, c'est tout le Cameroun qui va en pâtir. Donc pour moi, le dialogue n'est pas fermé. Je ne l'ai pas perçu. Je n'ai pas perçu le discours du chef de l'État comme un discours fermé. Ce que j'ai entendu dire clairement, c'est que le Cameroun est indivisible. C'est tout ce que moi j'ai entendu de ferme. Très bien. Mais je ne pense pas que le fédéralisme, ce soit la division. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que, pour moi, tous les sujets peuvent être abordés. Mais seule la sécession qui évoque la question de la partition du pays. Il n'est pas pour la partition du pays. Et je pense que la très très grande majorité des citoyens ne sont pas pour la partition du pays. Bandakani, sur cette même question, je convoquais la fameuse tripartite de 1991. Vous vous souvenez, vous étiez acteur politique en cette période-là. Le chef d'État avait très clairement indiqué que la conférence nationale souveraine était sans objet. En lieu et place de cette conférence, on nous avait donc servi une fameuse tripartite. Les résolutions de cette tripartite, je vais en citer quelques-unes, et la vitesse d'implémentation aujourd'hui ne peut-il pas questionner sur la bonne volonté des pouvoirs publics? La première, c'était qu'il fallait limiter les mandats à 5 ans, renouvelables 2 fois.
on avait insisté sur la mise sur pied d'un conseil constitutionnel et d'une véritable décentralisation. De 1991 à pratiquement 2010, la décentralisation a fait du surplace. Il a fallu attendre quelques années pour avoir un véritable conseil constitutionnel. Est-ce que cette façon d'implémenter des mesures qui peuvent changer la vie d'une nation ne rendent pas quelque peu sceptiques sur la volonté réelle des gouvernants à nous amener vers cette fameuse troisième république qui est évoquée par Malice Dorben? Avant d'y arriver, je vais revenir sur certains propos de mon ami Kaka, qui dit qu'un enfoncement par les portes ouvertes, pas de polémiques inutiles. Nous sommes tous pour la décentralisation. Bon, certains découvrent ça aujourd'hui, c'est leur droit le plus absolu, mais tout le monde parle de ça. Dire ce que tout le monde dit, ça ne veut rien dire. La question que je pose, je dis que mais la décentralisation veut dire transfert de ressources et de compétences. Si les populations à la base ne s'approprient pas ces transferts et ces ressources, vous faites que la décentralisation. Ce n'est pas une affaire d'élite, ce n'est pas une affaire d'experts, la décentralisation. C'est une affaire où les populations à la base s'approprient les dynamiques de progrès pour leur propre compte. Ça s'apprend, cher maître, on apprend à gérer, on apprend à gérer ça. Est-ce que vous vous assurez que les populations ont déjà cette compétence? Non. La plupart des élites n'ont même pas intérêt à ce que les populations ont cette compétence. Moi, je milite pour une véritable décentralisation populaire, pour que les gens à la base définissent leur projet, l'imposent aux maires et les compétences à travers l'associationnisme dont parlait Alexis de Tocqueville. Elle dit, suivez tout ça. Ce n'est pas encore là. Quand vous lisez les tests de la décentralisation au Cameroun, ce sont de très bons tests, allez les lire. Il vous dit que si les gens s'approprient ça à la base, l'affaire est réglée. Hein. Mais ce n'est pas une affaire d'esprit. Lui-même, il a dit qu'il faut gérer. Mais ce n'est pas une affaire de gestion. Gérer, oui, manger quoi? Ce qu'on va gérer là, c'est consistant. Il faut développer, il faut l'agrandir. Il faut rendre ça abondant. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. C'est ça qu'il est question. Et puis, moi, je pense que la vérité s'accommode souvent très mal des phénomènes de mode. Ça veut dire quoi? Il y a une tendance au Cameroun aujourd'hui, et c'est une tendance fondée, mais quand on exagère, ça donne l'inverse, à haïr le fonctionnaire. C'est-à-dire à lui attribuer tous les maux du Cameroun. Il le mérite, je ne le défends pas. Il le mérite. Mais il ne faut pas tomber dans l'inverse, que tout ce qui n'est pas fonctionnaire est bon, est meilleur. C'est faux. C'est faux. La décrépitude morale et le dysfonctionnement généralisé dans notre pays relève pour l'essentiel des fonctionnaires, en grande partie, mais c'est en partage avec la société civile, avec les hommes d'affaires, tout ça. C'est un conglomérat d'intérêts qui se tiennent et qui ont généré tout ça. Donc le changement de mentalité dont parle le président, ça engage tout le monde. Ça engage tout le monde. Donc je voudrais insister là-dessus pour revenir à votre tripartite, à la question de la tripartite. Oui, ça a été lent. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons un conseil constitutionnel. Nous avons la décentralisation au niveau de son architecture juridique et administrative. Elle est élaborée. Nous avons eu une réforme de la Constitution du Cameroun qui était inscrite dans la Constitution. C'est-à-dire que ceux qui sont là à la tripartite à l'époque auraient dû enlever dans la Constitution, si vous voulez être cohérent, ce qui donne le pouvoir dans cette Constitution d'être révisée. Les gens ne le savent pas. La Constitution du Cameroun a été révisée en 2008 parce que la Constitution elle-même prévoyait les mécanismes de sa révision. C'est ce que le président s'est saisi de ça et il a fait la révision constitutionnelle. Donc, cette révision était constitutionnelle, elle était légale. Donc, tant que vous n'avez pas ôté, c'est-à-dire les articles qui définissaient les modalités de la révision de la Constitution, on ne peut pas le reprocher au président de l'avoir fait. Alors maintenant, le contexte a changé. Ouais. La tripartite qui a eu lieu dans les années 91, le contexte a changé. Le contexte international a changé. Le contexte national a changé. Les populations aujourd'hui ne pensent plus comme elles pensaient en 91. Le paysage politique, social, c'est complètement chamboulé. C'est clair et net. Moi-même, quand je l'ai connu en 90, on se connaît depuis, quand en fait son papa vivait encore. Mais ce n'est plus la même personne aujourd'hui. Il n'a plus les mêmes intérêts qu'il avait en 91 aujourd'hui. Donc les choses ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, ce dialogue qui est convoqué tombe à pic de mon point de vue. Bon, maintenant, il y a des gens, vous savez, on a tout dit, on a tout reproché au président. On lui a dit faire ceci hier. Il a fait. Quand vous voyez l'étalage des concessions que le président a faites, vous pouvez me citer une seule concession qui est venue de la part de la partie adverse pour rester poli, puisque maintenant on parle de dialogue. La partie adverse a fait quelle concession? Citez-moi une seule concession. Citez-moi une seule concession de la part de la partie adverse. Et leur pareil étranger. Il dit une seule. Vous avez une kyrielle de concessions qui ont été faites par le président et qui ont été foulées aux pieds. Parce que derrière ce projet, il y a des entreprises de banditisme international.
relayés par des compatriotes des deux régions avec leur soutien politique à l'intérieur du pays. C'est clair aujourd'hui. Lorsqu'on veut mettre le pays sur tutelle, quand on demande à l'étranger de venir gérer le Cameroun, le président dit oui au dialogue, on dit que l'on doit être parti d'un pays étranger, avec un médiateur international. Et c'est relayé par des anciens hauts dirigeants américains, pour les besoins que nous connaissons. Je ne vais pas citer Herman Cohen, mais Herman Cohen, je le connais aux États-Unis aujourd'hui, c'est un ancien secrétaire d'État aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un lobbyiste très actif qui est dans le réseau des 21 sénateurs qui soutiennent ce qu'on appelle les sécessionnistes. Et ce projet-là, sénateur américain, il y a des noms. Mais comme nous le disions hier, on nous traitait tout le nom d'oiseau. Maintenant que le président l'a dit officiellement, parce que c'est de quoi est-ce qu'il parle. Je le disais, il y a avec lui sur des plateaux, on le disait. On nous insultait, sans Dieu vous le savez, on a fait des débats ici, qu'est-ce qu'on ne nous disait pas. Maintenant, le président l'a dit sur la base d'informations claires. Et ça n'a même pas tardé, un des agents sort, M. Cohen, pour dire que non, il faut qu'on mette ça sur la présidence des médiateurs internationaux. Vous voyez que le projet est clair. Le projet, c'est de mettre le Cameroun sur tutelle. En se cachant derrière des revendications confisquées par une surenchère qui n'a pas de sens et qui ne passe plus. Donc nous devons veiller à ce que, la constitution du Cameroun soit respectée sérieusement, qu'on ne la touche pas, que les lois de notre pays soient réservées, soient respectées. En ce moment-là, le dialogue peut s'envoler comme il veut, partout il veut, d'accord, mais on ne touche pas notre constitution. Les lois du pays sont respectées et que les faux amis étrangers qui sont avec nous le jour et nous poignardent de la nuit, ferment leur gueule, parce que nous ne se mêlons pas de leurs affaires. Docteur, si vous allez réagir, docteur Simon Basséléquin, avant d'en venir aux enjeux de ce débat, sur lequel vous allez forcément tous réagir, j'aimerais au moins qu'on se questionne. Vous êtes économiste et je voudrais quand même convoquer l'une des inquiétudes autour de ce fameux dialogue. Il paraît que c'est un rendez-vous qui risque de mobiliser d'énormes moyens financiers. Le budget de l'État du Cameroun a été adopté, c'était en novembre 2018, et n'avait pas pris en compte cette nouvelle annonce du président de la République. Aucune ligne budgétaire n'avait donc été finalement arrêtée pour cela. Qu'est-ce qui va concrètement se passer? On va diminuer l'argent des ministères? Bien, avec votre permission, je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit. Je crois que nous devons savoir que quand vous allez à un débat, à un dialogue, comme celui qui est préconisé par le président de la République, vous ne venez pas avec des a priori. C'est très dangereux. Il ne faudrait pas que ce débat-là soit ce qu'on appelle une auberge espagnole. Parce que dans les auberges espagnoles, c'est vous-même qui apportez votre repas, c'est vous qui apportez votre literie, c'est autrefois, pas aujourd'hui. Bref, quand on dit auberge espagnole, ça veut dire que chacun vient avec ce qu'il a et fait comme il peut. Non. Ici, nous irons à un débat dans lequel une seule préoccupation devrait prévaloir. Comment faire pour sortir notre pays de l'impasse, du bourbier dans lequel il est entré aujourd'hui? Alors, si chacun vient en se disant « Ah oui, parce que le président autrefois avait éternué 3 fois avant de demander telle chose, ne va-t-il pas recommencer à éternuer ?» Non, je ne crois pas. Vous savez, aimer son pays, c'est savoir que le pays est fait de tout. Il y a des brillants sujets, il y a des gens moins brillants, il y a des grands bandits, puis il y a des citoyens honnêtes. Et c'est avec tout ça qu'il faut construire la nation. Moi, je pense que chacun doit aller en se posant la question. Comment sortirons-nous de ce bourbier? D'où vient le bourbier? Quels sont les moyens que nous devons mettre en œuvre? Parce que Bandakani vient de le rappeler. N'oubliez pas que les sécessionnistes aujourd'hui ont déjà négocié avec une entreprise étrangère pour donner des concessions d'exploitation minière. Kilimanjaro. Et cette société est au tribunal aujourd'hui à Toronto, au Canada. Pourquoi? Parce que ils ont levé des fonds sur la base des contrats qu'ils ont signés avec une entité qui n'existe nulle part. Et ça, personne n'en parle au Cameroun. Et malheureusement, les gens disent, oui, c'est l'État, c'est l'armée qui a commencé à tuer et les autres ont réagi. Non. Dès lors qu'un citoyen prend les armes contre ses compatriotes, je crois que c'est une faute, une faute vraiment terrible.
Et donc, je n'ai pas qualité pour donner des conseils aux futurs participants au dialogue national. Je voudrais rappeler que chacun doit venir avec ses desiderata, savoir écouter les autres, et là, on va décider de ce qu'on va faire. Maintenant, quand le président de la République va agir comme il a agi en 1991, eh bien, tout le monde saura qu'il a mal agi. Mais vous savez, un pays n'est jamais en péril, hein? Un pays est à reconstruire à chaque génération. Quoi qu'aient fait nos ancêtres, nous avons chacun une part de choses à apporter. Maintenant, pour répondre à votre question... Faut-il s'attendre à des correctifs au niveau du budget? Vous savez, quand Boko Haram a commencé, il n'y avait pas un budget pour équiper l'armée et faire face à Boko Haram. Le gouvernement s'est débrouillé. Quand le problème du Nozo a commencé, personne n'était capable d'imaginer que l'on puisse... Nous disions que le Cameroun était un havre de paix. Et puis, aujourd'hui, nous sommes en guerre, vraiment surarmés. Ce que je veux dire, c'est que un pays, c'est exactement comme un ménage. Un chef de famille, c'est que quoi qu'il arrive, il faut survenir aux besoins de la famille, en même temps qu'il faut prévoir les maladies. Le gouvernement saura comment s'en sortir. Nous devons faire confiance les uns aux autres. Il y a des choses qu'on choisit dans la vie. On choisit son époux, on choisit ses amis, mais on ne choisit ni ses parents, ni sa patrie. Nous devons faire avec la patrie, qui est un des plus beaux pays. J'ai eu la chance de voyager, je vous assure, un des plus beaux pays que je connaisse au monde. Et donc, notre souci, pour ce dialogue-là, devra être comment nous en sortir, quel avenir bâtir pour notre pays. Est-ce que ce que nous déciderons là, ça sera encore valable pour des générations? Parce qu'on n'agit pas, quand on parle de son pays, à court terme, même pas à moyen terme. On agit à très, très long terme. N'oublions pas que les gens qui sont passés à la postérité, c'est des gens qui, à l'occasion d'une conjoncture donnée, ont pris des décisions qui ont duré longtemps. De Gaulle, ce n'est pas Macron. De Gaulle, ce n'est pas Hollande. Et c'est pourtant la même France. Ceux qui iront à la tripartite doivent savoir que l'histoire a des lunettes qui seront braquées sur eux. Et il faut absolument, absolument que nous en sortions vainqueurs. Nous, c'est tout le Cameroun. Maître Simon Kakak, sur les enjeux de ce dialogue qui est annoncé avant la fin de ce mois de septembre. Yves Sanjo, permettez-moi de vous faire observer que je ne veux pas entrer dans la divagation intellectuelle de mon ami, parce que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Il a cette capacité à nous sortir du sujet, pour nous parler des choses qui ne nous font pas avancer. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez du dialogue. On nous a parlé d'un dialogue. Le chef de l'État a prononcé un discours qui, pour moi, est historique, où il convoque un dialogue. Je pense que pour qu'on comprenne les enjeux de ce dialogue, il faut se poser 3 questions. Parce qu'on dit souvent qu'il faut poser des bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. La première question qui, de mon point de vue, est fondamentale, est celle de savoir pourquoi le dialogue. Pourquoi le chef de l'État a convoqué le dialogue? C'est pour résoudre un problème. Résoudre quel problème? Principalement, il a dit dans son discours de manière emphatique, il a dit que c'est pour régler la crise anglophone, pour trouver une solution à la crise anglophone. Ça, c'est la première question et la première réponse. La deuxième question, si c'est pour régler la crise anglophone, qui doit participer à ce dialogue? Qui doivent participer à ce dialogue pour que le problème qu'on veut résoudre soit résolu? Permettez-moi cette redondance. Je pense que si nous voulons répondre également à cette question, il faut vraiment qu'on fasse preuve d'honnêteté intellectuelle pour comprendre que cette question ne peut pas être réglée sans ceux qui ont pris les armes. Les convoquer au dialogue ne veut pas forcément dire qu'on va accepter leurs réclamations. Non. Mais les exclure du dialogue, pour moi, c'est biaiser déjà le dialogue dès le départ. La troisième question à laquelle nous devons de répondre est celle de savoir si nous sommes d'accord que c'est pour régler
la crise anglophone qu'on a convoqué le dialogue. Si nous sommes d'accord que tout le monde doit participer, même ceux qui ont pris les armes, qui pour moi demeurent des Camerounais, qui certainement ont des problèmes. Certains ont dit qu'ils ne sont pas Camerounais. Oui, écoutez, là n'est pas le problème. C'est un discours qu'on peut tenir quand on a le sentiment de ne pas être écouté. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous sommes convaincus que tout le monde, que tous les Camerounais, ou bien tous ceux que nous considérons comme Camerounais, doivent prendre part à ce dialogue, cela nous amène à nous poser une troisième question. Celle de savoir quel sera donc l'ordre du jour. Ça veut dire quoi? Quels seront les points à aborder dans ce dialogue? Et de mon point de vue, si nous voulons régler le problème du Cameroun, si nous voulons régler le problème anglophone de manière définitive, il faut qu'on parvienne à un consensus national autour de toutes les questions qui constituent la pomme de discorde. Y compris la sécession. Je dis ceci, parler de la sécession ne veut pas dire qu'accepter la sécession. Que ces gens viennent même autour de la table nous dire que nous on veut partir, on leur demande pour quelle raison. Je suis convaincu, je connais les experts, je connais la classe gouvernante du Cameroun qui a tous les arguments pour les amener à comprendre que leur fameuse sécession-là ne peut pas tenir. Nous avons travaillé depuis plus de 60 ans pour construire la nation camerounaise. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire qu'on va faire la sécession. Mais de mon point de vue, ne pas évoquer le sujet va plomber le débat. C'est pour ça que moi je pense de mon point de vue que tous les sujets doivent être abordés. Sans tabou. La question de la forme de l'État, la question même de la sécession. Parler de la sécession, je le redis encore, ne veut pas dire qu'on va accepter la sécession. Mais je suis sûr que quand tu suis même ces gars, il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière. Mais ce qui est constant, si nous sommes vraiment structurés, si les participants à ce débat sont structurés, ils ont des arguments pour montrer à ces gens que leur fameuse sécession n'est qu'une véritable fiction. Donc, de mon point de vue, pour chuter, je pense que c'est un dialogue qui doit être entrepris avec tout le monde et avec tous les sujets sur la table. C'est-à-dire aucun sujet, de mon point de vue, n'est tabou. C'est ce que je voulais dire. Honorable Marlise Zadabel, Oui. sur la question des enjeux de ce dialogue. Oui. Alors, moi je suis en partie d'accord avec Maître que toutes les parties doivent être présentes autour de la table. Mais ma réserve à moi, c'est que les sécessionnistes ne peuvent être autour de la table que s'ils ont décidé de cesser le feu. Même dans nos villages, dans nos familles, quand un couple se bat, quand la famille arrive pour arranger le problème et que le couple continue à se battre, qu'est-ce que la famille fait? Ils se lèvent, ils s'en vont. Ils disent que bon, continuez alors à vous battre. Oui. Quand on veut participer à la construction, on ne peut pas être en même temps en train de détruire. Donc pour moi, les sécessionnistes ont engagé la lutte armée. Aujourd'hui, elle nous a amenés là où nous sommes. Le président de la République dit qu'il faut qu'on s'arrête pour trouver des solutions. Je pense que le minimum, c'est que Ayouk Tabé et ses amis disent « Ok, Monsieur le Président, merci pour cette initiative qu'on attendait depuis très longtemps. Nous déposons les armes et nous allons au dialogue. » Ils peuvent reprendre les armes après. Mais pour l'instant, tant qu'ils sont en train de se battre, tant que leurs factions sont en ordre de bataille, comment décemment peut-on s'asseoir avec eux? Même en Argentine, je pense qu'à un moment donné, quand il a fallu que les maquisards, pas on les appelle voilà, qu'ils puissent entrer en négociation avec le gouvernement, il y a eu cessez-le-feu. Ce n'est pas pendant qu'ils luttaient là-bas que le gouvernement est allé leur dire venez vous asseoir avec nous pour discuter. Non. Ils ont pris une option. Cette option, moi je le leur dis depuis toujours, j'ai toujours dit, on peut être en colère. On peut exprimer sa colère. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le droit de tuer ses frères. On n'a pas le droit d'attaquer son pays. Maintenant, comme ils sont dans la logique de la partition et considèrent qu'ils ne sont plus de notre pays, ils sont d'un autre pays, c'est ça aussi qui complique la chose. Parce que si vous n'êtes pas du même pays, on vous appelle donc sur la table pour quoi faire? Il n'est pas... Donc, pour moi, très très humblement, j'aurais demandé à nos frères sécessionnistes que bon, votre stratégie, vous l'avez adoptée, elle nous a amenés là où nous sommes. Maintenant, ensemble, nous devons reconstruire.
Et pour reconstruire, il faut que vous reveniez avec nous et ça passe par le cessez-le-feu et puis le dialogue. En un mot pour que... Je voulais juste apporter une précision. Oui. Je suis entièrement d'accord avec la brillante analyse de l'honorable député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Mais ce que je voulais faire observer, c'est qu'il faut que je le redise ici. Je pense que ce qu'elle dit n'est pas faux quand elle dit que non, après le discours du président, les autres devaient déposer les armes. Mais seulement lorsque nous décryptons, lorsque nous faisons l'exégèse de ce discours honorable, on se rend compte que d'office, dans le discours du président, ils sont exclus du dialogue. Non, attends, c'est pour ça que je Le président parle des groupes armés dans ce dialogue. Non, Dans ce discours, je rappelle simplement aux téléspectateurs que le discours est suffisamment clair. Sur la table du dialogue sont attendus les acteurs multisectoriels, les opérateurs économiques. Il a parlé des parlementaires, il a parlé des groupes armés. Donc, forcément, des sécessionnistes, je pense que ça prend la palette. C'est assez clair, tout le monde est convié à ce dialogue-là. Bandakani, j'aimerais qu'on aille quand même dans les projections. Il s'agit d'un tournant historique quand même pour le Cameroun. Comment est-ce qu'on peut véritablement bâtir une nation forte? Parce que le président y tient finalement. Il veut voir un Cameroun qui reste uni pour toujours. Vous ne réglez pas les crises quand vous posez mal les enjeux de la crise. C'est-à-dire que, et moi je ne reviens pas de ce qu'a dit Melkaka parce qu'il n'avait pas l'information. Donc je peux lui pardonner ça, il passe dessus. Oui, il a mal lu. Non, il n'avait pas l'information. Non, la précision, non, vous savez, l'honnêteté, je commande que je le connaisse, que cet aspect, j'ai pas lu. Les groupes armés, ils sont... C'est un dialogue sans exclusif de toutes les façons. Si vous avez cette information, vos propos auraient changé. Voilà pourquoi je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Mais je vais préciser une chose. De quoi est-ce qu'il s'agit? Nous ne découvrons pas le monde. Ce qui se passe dans le nord-ouest et au sud, c'est ce qu'on a voulu faire au Biafra. C'est ce qu'on a fait au Soudan. Oui. Pourquoi? Si certains Africains refusent de lire les choses les phénomènes internationaux, c'est leur problème. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe là. Une chose est de dire que nous avons des problèmes, nous sommes marginalisés, nous sommes autre chose. Autre chose est d'engager une entreprise de banditisme international pour décapiter 2 régions d'un pays et vendre ça à des réseaux mafieux internationaux. C'est ce qu'il s'agit là, c'est ça qu'il s'agit. Depuis 3 ans, nous on parle de Kilimanjaro, document à l'appui. Les médias camerounais font l'impasse dessus. Pourquoi? Pourquoi ces réseaux font l'impasse dessus? Maintenant que le président dit ça ouvertement, vous allez encore dire quoi? C'est de là qu'il s'agit. Monsieur Ayoub Tabé, dès 2012, avait déjà négocié avec les Blancs. Il y a des cartes, il y a des photos où on le voit négocier, présenter les cartes des régions et tout, avec des Blancs. 43 avec ces gens-là. km². Pourquoi on ne parle pas de ça? Alors, est-ce que dans ce cas-là, le président devait laisser qu'on partitionne le pays pour faire plaisir à de nouveaux démocrates? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Le président fait son travail. Il a défendu la constitution du Cameroun. Il a défendu l'intégrité territoriale de ce pays. C'est le travail que lui donne la Constitution. S'il y a les Camerounais qui refusent que le président fasse son travail constitutionnel, c'est leur problème. Nous, on soutient ça. Le président n'a fait que ça. Les questions liées à la pauvreté, à tout ce que vous voulez, mais le président l'a dit, c'est tous les Camerounais. Et si vous mettez les régions sur la table, vous verrez que, en termes de régions marginalisées, ce ne sont pas ces 2 régions-là, au Cameroun. Tous les observateurs avertis le reconnaissent. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Non, c'est pas sûr. Non, ce sont des faits. Les faits sont là. Les enquêtes sont là, tout est là. Je vous le dis. Si vous voulez, on fait un débat. Si vous voulez, on fait un débat ici, c'est ça pour ça, je vous apprends le document. Les faits sont clairs par rapport à ça. Donc, je dis, étant donné de dire donc, même quelqu'un, vous n'êtes pas sécessionniste. Vous ne le serez pas, je vous connais. Les sécessionnistes disaient qu'ils ne sont plus Camerounais. Oui. Vous voulez habiller quoi? C'est ce qu'ils disent. C'est un dialogue national. Je peux parler à leur place. Ils disent qu'ils sont plus Camerounais. Vous dites qu'ils sont Camerounais. Pourquoi vous parlez à leur place? Allez par exemple comme eux alors. Vous parlez à leur place. Ils disent qu'ils ne sont pas Camerounais. Moi, je prends acte de cela simplement. Il y a des exemples dans le monde. Nous aimons beaucoup nous référer à nos maîtres occidentaux. La France a traité le problème corse comment? L'État français allait se mettre à genoux devant les Corses. Non. Quand on touchait un sous-préfet français en Corse, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Mais cette affaire-là, vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Quand on touchait un agent de l'État français encore, vous savez ce qui s'est passé. Prenons le problème catalan. Vraiment. C'est-à-dire que là-bas, M. Khaled Puigdemont a été élu par le peuple. Il y a eu élection, ce monsieur a été élu, Khaled Puigdemont. Le Premier ministre espagnol lui a opposé la Constitution. Il a dit qu'on va l'arrêter s'il met pied en Espagne. Aujourd'hui, il est pratiquement un apatride. Et l'Union européenne a dit qu'on apporte tout le soutien à l'Espagne.
Tout à fait. Ils ont fermé les yeux sur toutes les exactions policières qu'on infligeait aux Catalans. C'était à Mondovision, M. Kaka. Les Américains ont fermé les yeux, ont dit on apporte tout le soutien à l'Espagne. Pourquoi? C'est une nation blanche. Quand c'est en Afrique, les nègres, on nous dit qu'on doit accepter n'importe quoi. Il faut piétiner nos lois, piétiner notre constitution parce que ce sont les petits entrepreneurs américains, les petits sénateurs qui sont derrière cette affaire-là pour brader le pays. C'est au Soudan, on a vu les mêmes gens qui étaient derrière le Soudan, les mêmes gens. Et vous allez observer, prenez le drapeau amazonien. Prenez le drapeau du Sud-Soudan à l'époque quand on commençait. Vous allez voir. Les symboles sont importants en politique, mon cher maître. Allez voir. Même drapeau. Ce sont les mêmes réseaux qui sont à l'œuvre. Or, quelques instants après, quand le Sud-Soudan était indépendant, il y a eu quoi? Guerre civile dans ce Sud-Soudan. Les gens qui étaient ensemble, ils se sont livrés la guerre. Vous savez, ils se sont retrouvés à Khartoum, le pays maudit d'hier. C'est là où on allait faire la paix. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont été indépendants, 2 jours après, ils étaient en guerre civile. Avec des centaines de milliers de morts. Et c'est au Soudan qu'ils insultaient comme étant le diable qui sont allés faire la paix. Les États-Unis, guerre de sécession, ça a duré 4 ans. On disait aux États-Unis, on ne parle pas avec un sécessionniste. Si tu as son argent, ce n'est plus une dette, ça devient ton argent. Si tu prends la maison d'un sécessionniste aux États-Unis, ça devient pour toi. Les tests existent. Même les Américains aujourd'hui, ce qu'ils ont fait chez eux pour aider à faire la sécession, ils viennent nous dire de faire le contraire. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont derrière ces gens. Ils les hébergent chez eux. Le président dit, renvoyez-les ici. Les Américains violent la loi internationale. Ils violent tout le droit international. Et vous passez le temps à accuser l'État camerounais de violer le droit international. Les Américains violent tout ça. Le monde entier va vous dire, non, c'est une affaire camerounaise, ils sont fâchés, on les a marginalisés. Alors que tout le monde voit ce qu'il est. Notre position est claire. Quitte à être impopulaire, on va l'assumer comme nous l'assumons depuis 3 ans. On ne transige pas avec la constitution du Cameroun. On ne transige pas avec nos lois. Si le président Biya joue avec la constitution du Cameroun, il n'est plus mon président. Très bien. On ne joue pas avec ça. Pour sortir rapidement avec vous, docteur Bassiliquin, sur les projections évidemment, parce qu'on souhaite voir ce dialogue finalement déboucher sur Écoutez, une fête des braves. Personnellement, je suis optimiste. Parce que je sais que Dieu ne fait que ce qui est bien. Et Dieu aime le Cameroun. Pourquoi il n'aimerait pas? C'est pas pour rien qu'il nous a donné des paysages à couper le souffle, une population hyper intelligente et absolument travailleuse. 2 choses qui, à elles seules, permettraient à notre pays de se développer. Le Japon est comme ça. Le Japon n'a aucune ressource naturelle. Aucune. Et nous, on vient de trouver 300 métaux différents qu'on ne trouve nulle part au monde. J'invente pas. Hein. C'est connu de tous. Nous avons des forêts que tout le monde nous envie. Il y a même plus. Et à cause de tout ça, on veut saccager notre pays. De la même manière qu'on a saccagé l'Irak uniquement pour prendre le pétrole. Aujourd'hui, les Irakiens sont plus malheureux. Et aujourd'hui, c'est le pétrole irakien que l'Amérique prend là-bas et déverse sur le marché qui a fait dégringoler les prix. Voilà les enjeux. Les enjeux, ce n'est pas le bonheur du Cameroun. Les enjeux, c'est le triomphe de l'Occident. Alors, s'il vous plaît, chers compatriotes, quand nous irons au dialogue national, faisons en sorte que ce soit les intérêts de notre pays et d'abord ses intérêts. J'allais dire uniquement ses intérêts, mais je ne suis pas exclusiviste. D'abord ses intérêts qui l'emportent. Tout le reste, j'invite chaque téléspectateur à aller sur le net, Google, il tape Société Kilimanjaro. Et on verra comment cette société-là est au Cabinda a fait exactement la même chose. Elle a fait la même chose au Zimbabwe. Et je ne veux pas aller plus loin. Chacun ira Togo, et verra. Au Ghana. Togoland. Nous avons notre pays à sauver. Et il n'y a que les Camerounais qui vont sauver le Cameroun et pas quelqu'un d'autre. Très bien. Par ailleurs. Très bien. On va prendre sans transition rapidement la dernière dorsale et ce sera en un mot pour sortir de cette émission. J'aimerais qu'on dise une chose en espérant effectivement que ce grand dialogue débouchera sur une paix totale dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous avons dans la question de la consolidation de l'état de droit, je voudrais qu'on dise un mot là-dessus. J'ai toujours eu cette référence du discours du chef de l'État qui précisait que la seule règle de droit le respect de la règle de droit est important pour consolider les piliers d'un État comme le Cameroun. Est-ce que
cette approche, cette perception de l'état de droit au Cameroun vous arrange? Yves Sanjo, permettez-moi en 30 secondes, avant de répondre spécifiquement à cette question, de faire observer au président Bandakani que je suis un Camerounais et c'est un pays auquel j'attache tout mon intérêt. C'est un pays qui est indivisible et je suis de ceux qui croient au dialogue que le président Biya vient de convoquer. Je suis de ceux qui pensent que si ce dialogue est bien mené, cela va nous permettre de mettre en place un nouveau consensus national qui va nous permettre de régler ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone et asseoir les bases de notre développement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Maintenant que je l'ai dit, je reviens donc à la question que vous m'avez posée pour vous faire observer que tout à l'heure, je vous ai parlé dans l'une de mes interventions, je vous ai parlé du contrat social. Oui. Sachez que c'est le contrat social qui est à la base d'un état de droit. Parce que lorsque vous avez conclu un contrat social, vous définissez ce qu'on appelle vos devoirs et vos droits envers votre État et envers les autres citoyens de votre pays. C'est ça qui conduit à la rédaction de la règle de droit. C'est le travail de l'Assemblée nationale. J'ai ce privilège aujourd'hui d'être assis à côté, j'allais dire, d'une figure emblématique de notre Assemblée nationale. Elle sait de quoi je parle. C'est pour dire que quoi? Pour bâtir un pays, il faut réussir à construire un état de droit. Mais l'état de droit ne peut pas être bien construit si déjà vous faussez ou vous biaisez les règles du contrat social dont Jean-Jacques Rousseau nous parlait en 1762. Donc c'est pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec le président Biya qu'il faut respecter la règle du droit. Mais seulement, il faut que ce respect s'impose à tous. Parce que ce qu'on appelle la loi oblige tous les citoyens à s'en soumettre. Lorsqu'on vous dit que vous êtes citoyen d'un pays comme le Cameroun, quel que soit votre rang social, vous êtes astreint au respect scrupuleux de la loi. Que vous soyez gouvernant, que vous soyez gouverné. Donc le respect de la loi dont parle le président de la République, c'est un respect qui s'impose à tous. Je suis convaincu justement que lorsque nous allons respecter cette loi dans sa nomenclature globale, c'est-à-dire à partir du respect des conventions internationales. Parce que lorsqu'on parle de la règle de droit ici, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi internationale. Donc, les conventions et les accords qu'un pays conclut et qu'il fait ratifier par son organe compétent. Lorsque cette convention est ratifiée, elle s'impose à toutes les lois internes, notamment la Constitution et la loi, le décret. Non, c'est une valeur. Non, la convention. La convention internationale a une valeur supra-constitutionnelle. Non, jamais. Vous venez d'ouvrir un autre débat. Honorable Marlise. La convention internationale elle est au-dessus des lois nationales et au-dessus de la Constitution. Après, on aura le droit de conclure. Oui. Après le propos. Écoutez, réagissez déjà à la troisième thématique et on va conclure tout à l'heure. D'accord. Sur la consultation de l'état de droit. Kaka, que vraiment, nous sommes les esclaves des Blancs. Toi, tu vas chercher une référence, c'est Jean-Jacques Rousseau. Moi, chez nous, les doigts là, on dit Boula Isango, aussi Boula Tumba. C'est-à-dire que tu peux tricher ou pas tricher, tu peux trahir ta chapelle, mais jamais ne trahir ton pays. Jamais ne trahir ton pays, donc ne va pas chercher Jean-Jacques Rousseau, il est trop loin. C'est lui qui, ces lois qui sont, c'est ce contrat qui est à la base même de la société démocratique. Mais je te dis donc que traditionnellement, à laquelle nous aspirons. Avant Rousseau, nos Africains de père le savaient déjà. Non, c'est très important. C'est très grave si un imbécile peut signer une convention et que celle-ci se mette au-dessus de la Constitution. C'est même une manipulation internationale. Parce que dans ces grandes réunions-là, souvent, ces décisions sont prises par des personnes qui portent des intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres. Et quand, en termes j'allais dire presque de convivialité, entre guillemets, on dit, ok, on est tous d'accord, mais après, il faut le ratifier chez soi. Si tu n'as pas ratifié, ça veut dire que... Mais quand c'est ratifié, et si vous ratifiez, quand la convention est ratifiée, quelle est sa valeur? Je voudrais qu'on dise un mot là-dessus, peut-être également pour rappeler, pour lever finalement
la zone d'ombre sur cette question de loi fondamentale et des traités ratifiés par le Cameroun. Je crois que c'est en cela d'ailleurs que le Conseil constitutionnel devient extrêmement important pour vérifier que les lois qui sont signées par le Cameroun à l'étranger sont conformes à la loi fondamentale du pays. Et lorsque ce n'est pas le cas, généralement, ces traités sont rejetés. Je crois que c'est le cas dans le Tout à fait, non. La Constitution du Cameroun, les conventions internationales ne sont pas supérieures à la Constitution du Cameroun. C'est la propagande de tous ceux qui, après avoir commis des crimes à l'intérieur, vont chercher l'immunité internationale parce qu'ils ont signé des alliances nauséabondes avec leurs parrains pour détruire le Cameroun. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a une catégorie de Camerounais, d'hommes politiques et d'acteurs sociaux, des gens comme Layouk Tabé et un grand professeur, je ne vais pas citer le nom, qui violent les lois du Cameroun, les lois qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes écrites. Ils ont enseigné ça aux enfants à l'école. Ils violent ces lois et ils vont chercher les immunités entre guillemets internationales pour terroriser l'État du Cameroun et les Camerounais. Tous les jours, on dit que l'État camerounais viole les conventions. C'est faux. Vous avez vu quelle instance internationale poursuit le Cameroun pour ne pas violer une convention internationale. Est-ce qu'on constate la violation d'une convention internationale sur les plateaux de télévision? Il y a des instances chargées de les constater, Maître le sait très bien, et de frapper ceux qui les violent. Le Cameroun n'a jamais suivi la moindre sanction internationale pour avoir violé une convention. Au contraire, à l'ONU aujourd'hui, on vient de consacrer le Cameroun dans sa gestion de la crise. À l'ONU, qui est le temple de ce que vous appelez droit international. Il ne faut pas confondre les traités internationaux et les conventions internationales. Quand un État signe un traité avec un autre État, le traité est contraignant même pour la constitution du pays, des pays signataires. Et quand les intérêts de cet État sont menacés, il a le droit de se retirer. Tout à fait. Donc les conventions internationales que le Cameroun a signées, si ça va servir de paravent de couverture à des bandits qui veulent vendre notre pays, on va s'en retirer clair. On dénonce ça. Je termine rapidement. Oui. L'honorable vient de dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Les Africains connaissent le droit longtemps avant l'Occident. Longtemps avant l'Occident. Quand on me vante, on parle de Rousseau. Je ne connais même pas ce type. En passant, j'entends parler, je ne veux même pas lire ces bêtises. Quand le signataire du traité, Germano Douala, allez lire ce traité. Allez lire. Vous allez voir le niveau en connaissance de droit que nos parents avaient atteint. Allez lire. Tellement ils étaient forts que les Allemands étaient battus. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de pendre les gens et de les fusiller. Les Allemands, qui étaient en train de se battre pour justement le droit international à l'époque, quand ils sont venus voir nos ancêtres, les chefs Douala qui restaient ici au Cameroun, avaient une telle connaissance du droit international qu'ils ont rédigé un traité de co-souveraineté au-dessus de l'intelligence des Allemands. Quand les Allemands se sont rendus compte que mais cette affaire-ci, mais ces nègres-là, entre guillemets, sont plus intelligents que nous, ils ont utilisé la force et le fusil. Ne venez pas nous convoquer Jean-Jacques Rousseau pour des gens qui ne respectent rien. La situation du monde entier démontre que les Blancs ne respectent aucune convention internationale. Les Américains sont les plus grands violateurs du droit international. Les Français, les Anglais, tout dans leur histoire, ils ne respectent jamais ces règles-là. Pourquoi vous venez nous bassiner les oreilles tous les jours avec un fameux droit international que ceux qui ne respectent pas? Un seul mot. Consolidation de l'état de droit. Je crois que la clarification est faite sur les questions. Oui. Ça, c'est une nécessité urgente et absolue. Parce que dans un État où un procureur peut envoyer un citoyen en prison et il reste 15 ans avant d'être jugé, non. Nous avons un spécialiste ici avec nous. Ça, c'est intolérable. Parce qu'un État où on vient démolir les biens des gens pour l'utilité publique, mais il y a des procédures à suivre. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais cependant, il ne faut pas croire que le jour où on aura un état de droit, les gens de Mulundu qui constatent que tout le bois agrumes qui est stocké au port de Douala vient de chez eux et qui n'ont même pas un centimètre même pas un mot à dire. De route bitumée, que ça leur donne le droit de prendre les armes. Non, ce n'est pas ça un état de droit. Un état de droit, c'est celui dans lequel, je ne suis pas juriste, c'est celui dans lequel le citoyen se couche avec la certitude de se réveiller libre de ses mouvements, de sa pensée, de ses actions, sauf s'il enfreint la loi. Mais nous avons installé chez nous, malheureusement, des systèmes où des organisations mystico-ethniques, ésotériques, copient à la virgule près ce qui se passe ailleurs
et nous impose. Ça, nous n'acceptons pas. Quelqu'un a rappelé ici tout à l'heure que les Africains ont vécu la vie sociale pacifique nettement avant les Occidentaux. Alors, s'il vous plaît, un état de droit, ce n'est pas un état dans lequel ce sont des structures ésotérico-mystico-ethniques ont le pouvoir de décider de tout. Voilà mon... Oui, Marlise, ce sera en quelques secondes, puisque vous êtes la seule dame de ce plateau. Oui. Maître Kakak, la compétence de nos dirigeants, je pense qu'on ne peut pas revenir sur un sujet comme ça. On peut avoir des cas à relever, mais je peux vous jurer que quand vous collaborez avec ces personnes, elles sont loin d'être incompétentes. Pas du tout, elles ne sont pas incompétentes. Et ce n'est pas bon de le dire comme ça. Deuxièmement, je voulais vous dire que quand on dit que le pays est pourri, rien ne marche, quand vous connaissez l'indice de développement humain, qui allie à la fois le PIB, le niveau des efforts sur le plan santé, sur le plan éducation, nous sommes devant au moins 90 pays. Écoutez, et quel pays, quand on me brandit ici, dans les vrais pays, où sont les vrais pays? Nous sommes le vrai pays, parce que nous avons fait des efforts colossaux. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer, au contraire, nous devons continuer, mais retenons que je pouvais quand même lire cette petite liste, parce qu'elle est édifiante. Les pays comme le Zimbabwe, le Nigeria, le Rwanda, le Lesotho, la Mauritanie, l'Ouganda, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Soudan, la Côte d'Ivoire, Malawi, Éthiopie, Gambie, RDC, etc., viennent après nous. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est confronté à des difficultés qu'il ne faut pas reconnaître que depuis 60 ans, nous avons fait beaucoup de progrès et que nous arrivons quand même à couvrir le bien-être. Mais nous devons continuer. Mais ne dites pas que c'est n'importe quoi, rien ne marche, c'est l'enfer, c'est pas juste. Cette émission est terminée, maître. Non, je n'ai jamais dit que nos dirigeants ne sont pas compétents. Non, je ne l'ai jamais dit. Mais par contre, ce que je tiens à le faire observer ici, c'est pas là que je suis. Oui, en une seconde. Pour moi, la compétence, c'est deux choses. D'un côté, l'expertise, de l'autre côté, le patriotisme. Si vous êtes compétent et que vous vous servez de votre privilège au détriment de l'intérêt national, pour moi, vous n'êtes pas compétent. C'est avec cette observation qu'on va mettre dans la malgouvernance. C'est le seul état de droit au monde où la plupart des ministres, anciens ministres sont en prison parce qu'ils ont pillé le pays. Merci d'être... Oui. Mais c'est pas parce qu'ils sont incompétents. C'est parce qu'ils ont posé des actes illégaux. L'honorable Marlise Doualabel. Oui. Et je vous remercie également, maître Simon Kakak, d'être venu et d'avoir contribué au débat ce dimanche. Restez sur les antennes de la télévision du monde. Nos programmes se poursuivent. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.